la une de ce jeudi soir dans le Grand News, les ouragans Irma et Harvey ont dévasté le territoire français, les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Sur le territoire américain, le Texas et la Floride. Sur place, Donald Trump, le président américain, et Emmanuel Macron, le président français, ont adopté, vous allez le voir, des postures très différentes. Explication de Grégory Kenneth. C'est une catastrophe qui a touché à la fois la France le 7 septembre. Pour être aux côtés de celles et ceux qui ont vécu dans la peur, l'angoisse. Et les États-Unis au Texas 10 jours avant. It's epic what happened, but you know what? It happened in Texas and Texas can handle anything. Irma, Harvey, deux ouragans similaires et pourtant Emmanuel Macron et Donald Trump ont réagi de manière très différente. Dans le cas de Trump, c'est le chef de guerre, c'est-à-dire qu'en fait, il ne s'est pas rendu immédiatement, celui de la catastrophe. Ensuite, quand il y est allé au Texas pour Harvey, il s'est adressé d'abord aux sauveteurs pour les remercier, avant de s'adresser aux victimes, ce qui d'ailleurs lui a été reproché. C'est le chef de la nation qui est venu pour dire « on a vaincu, on a résisté. Nous, Américains, on a été les plus forts. » We will restore, recover and rebuild together as Americans. En fait, c'était aussi pour éviter toutes les reproches qui peuvent naître de ses décisions environnementales et de son climato-scepticisme. Du côté d'Emmanuel Macron, c'est assez différent. On pouvait s'attendre à la deuxième figure la plus habituelle, c'est-à-dire le voyage compassionnel, le président, le souverain qui vient réconforter les victimes, montrer qu'il comprend leur souffrance. Et on a eu autre chose. Le président pombalien, ça vient de Pombal, le principal ministre de Joseph II après le tremblement de terre de Lisbonne, c'est-à-dire rétablir l'ordre. Et ça a été le maître mot de sa conférence de presse lorsqu'il est arrivé en Guadeloupe. Je suis ici avec les ministres pour porter plusieurs messages. D'abord, un message de retour à la vie normale. C'est notre priorité absolue. Il n'a pas hésité à le dire sur place, à dire eh bien, s'il y a des gens qui ne sont pas contents, c'est normal. De dire aussi une partie de la catastrophe était imprévisible. Quand même, imaginez aller sur les lieux et dire à des victimes elles-mêmes « on va reconstruire votre maison, mais vous ne serez plus face à la mer ». On peut supposer que c'est quelque chose qui n'a pas forcément été très très bien reçu et c'est normal. Dans 6 mois, si c'est construit, je vais vous appeler Monsieur le Président. Aujourd'hui, non. Je le ferai. Vous avez tout intérêt parce que je suis une chieuse aussi. Pas pour que... Est-ce que je peux me permettre de vous dire que ça se voit un peu. Quelque chose de fort de son discours, c'est de dire ce qui est important, c'est de montrer que Saint-Martin, et plus Saint-Barthélemy, la difficulté se posait moins, Saint-Martin fait partie du territoire national. Et je me suis déplacé pour le réintégrer dans ce territoire national. Et dans ce cas-là, s'il y a compassion, c'est parce qu'il y a solidarité de l'ensemble de la nation. Saint-Martin renaîtra. Vous savez, notre pays a connu parfois bien pire, on l'a oublié. La très grande différence par rapport à la figure compassionnelle, c'est que la figure compassionnelle, le chef de l'État vient comme individu rencontrant d'autres individus. Là, c'est la nation qui retisse des solidarités autour des victimes. Ça va les jeunes? Maintenant, on peut se demander, est-ce que la même attitude pourrait être faite en métropole? Arriver sur une catastrophe, mettons Xynthia, et dire aux victimes de Xynthia, eh bien, c'est aussi de votre faute. Votre maison, on ne va pas la reconstruire au même endroit. On fera le maximum, mais on ne pouvait pas prévoir. Et c'est peut-être une des limites, hein, mais c'est un point d'interrogation, c'est-à-dire, est-ce que c'est un discours de la périphérie, ou est-ce qu'il peut être introduit au cœur du territoire national? Voilà, au lendemain de la journée de mobilisation contre la réforme du Code du travail, le prix Nobel d'économie Jean Tirole a été l'invité du Club de l'Écho au Monde. Il a expliqué la nécessité d'adopter le marché du travail aux mutations liées à l'emploi, des adaptations et bien sûr qui demandent plus de flexibilité pour les entreprises. Cela explique la nécessité d'une plus grande précarité des salariés, mais d'ailleurs pourquoi la distinction CDI-CDD pose-t-elle problème à ses yeux? Voyez notre décryptage de nous, journalistes internes. De plus en plus, depuis les 30 Glorieuses, on voit une mutation de l'emploi de plus en plus rapide.
Et donc les métiers changent. Et donc il va falloir être flexible, que les entreprises soient flexibles. Il faudra protéger le salarié, pas protéger l'emploi. C'est ça qu'on ne comprend pas en France. C'est-à-dire qu'on protège moins l'emploi, on laisse le chef d'entreprise décider, évidemment avec une incitation qui est le bonus-malus au niveau des cotisations sociales. C'est-à-dire que si vous licenciez un salarié, vous allez avoir un malus sur vos cotisations sociales. Et si vous gardez le salarié, inversement, vous allez avoir un bonus. Mais après, il faut protéger. C'est l'assurance chômage. C'est la formation, avec une formation professionnelle qui est importante et qui est efficace, parce qu'en France, elle n'est pas efficace. Et puis évidemment, améliorer le fonctionnement des différentes institutions pour que les gens puissent plus facilement retrouver un emploi. Aujourd'hui, les entreprises, à 90%, créent que des CDD, qui sont des mauvais emplois, parce que ces emplois... on sait que l'entreprise va se séparer du salarié, même si le salarié donne entièrement satisfaction et même s'il y a un emploi utile pour l'entreprise. Et ce salarié va, d'une part, se trouver en période de chômage, qui coûte cher à la collectivité, et puis ne va pas recevoir suffisamment de formation professionnelle, parce que de toute façon, l'employeur sait qu'il va se séparer du salarié. Donc les emplois CDD sont de très mauvais emplois. Inversement, les emplois CDI sont des mauvais emplois, en particulier pour l'entreprise, parce que l'entreprise sait qu'elle n'a plus de flexibilité et donc ne crée plus de CDI. Donc ce qu'il faut, c'est un contrat unique. Dans une économie un peu moderne, on a besoin de contrats uniques où on puisse avoir les ajustements de la structure industrielle dont on a besoin pour être compétitif et pour pouvoir créer des emplois. Et pour ça, il faut effectivement avoir ce contrat avec le bonus-malus et la protection des salariés, pas de l'emploi. C'est pas seulement à gauche, puisque vous voyez à droite et surtout à l'extrême droite, vous avez aussi beaucoup de soutien aux institutions actuelles du marché du travail. C'est plutôt une fébrilité face effectivement à la flexibilité qui reflète d'ailleurs des inquiétudes, et des inquiétudes parfois légitimes d'ailleurs. Je ne pense pas que les dissensions, les accords entre économistes soient très grands sur ce sujet. En fait, si vous allez dans une conférence internationale, scientifique internationale, vous n'aurez personne qui va dire que le système français est un système idéal dont tout le monde rêve. Tout le monde est d'accord, par exemple, qu'une relance et un carnet de commandes plus fourni serait bon pour l'économie et serait bon aussi pour l'emploi. Et ça, 100% des économistes sont d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord qu'il faut il y a des mutations technologiques, il faut pouvoir s'y adapter. Après, il y a des sensibilités différentes. Ce serait très dommage que les économistes soient perçus comme étant au service d'un discours politique, quel qu'il soit. Parce que ça veut dire que l'économie ne sert plus à rien, en gros. C'est une science, c'est pas une science exacte, mais c'est une science. Si c'est qu'une opinion, ça ne sert strictement à rien. Et franchement, j'aurais un petit peu honte que le contribuable français paie mon salaire pour finalement ne donner qu'une opinion. Ce n'est plus une formalité. Paris accueillera les JO en 2024. Mais d'ailleurs, pourquoi la capitale aurait dû accepter 2028 plutôt que 2024? Explication de notre journaliste sportif sur le... In 2028, we're bringing the games back to LA. Il y a une raison derrière toutes ces mines réjouies. Si l'on observe les Jeux Olympiques d'une perspective purement économique, Los Angeles a gagné et Paris a perdu. Depuis que le CIO a décidé d'attribuer à la fois les Jeux de 2024, mais aussi ceux de 2028 à Paris ou Los Angeles, Paris est intransigeante. En 1924, Paris accueillait déjà les Jeux. 100 ans plus tard, l'occasion est trop belle, ce sera donc 2024 ou rien. Los Angeles, elle, s'est montrée beaucoup plus souple. Et on comprend pourquoi. Grâce à cet accord, Los Angeles va gagner beaucoup d'argent. They're making it financially, and we're negotiating this because we have some leverage, financially so attractive, we'd be stupid not to take 2028. Comme il n'est pas stupide, le maire de Los Angeles a donc signé le contrat du siècle avec le CIO. Résultat, la contribution du comité olympique pour Los Angeles 2028 devrait ainsi s'élever à 2 milliards de dollars contre 1,7 pour Paris 2024. Mais ce n'est pas tout. Le CIO renonce également à toutes ses parts sur le profit qui pourra être réalisé lors des Jeux de 2028. En 1984, les Jeux de Los Angeles avaient généré un profit de 232 millions de dollars, dont 93 étaient revenus à la ville. Enfin,
Los Angeles obtiendra une plus grande marge de manœuvre dans sa négociation de contrats publicitaires pour l'utilisation de la marque JO. Au total, grâce à cet accord, les Américains vont toucher plusieurs centaines de millions de dollars de plus que les Français. Officiellement, tous ces cadeaux doivent servir à compenser le risque financier que représente l'organisation des Jeux 4 ans plus tard que prévu. Un risque qui n'a toutefois pas l'air de beaucoup inquiéter les Américains. Vous savez, que nous soyons hôtes en 2024 ou 2028, le risque est faible pour Los Angeles. Nous utilisons 100% d'infrastructures existantes. Nous pourrions même accueillir les Jeux demain. Ce n'est pas vraiment le cas de Paris, qui a prévu 1,8 milliard d'infrastructures nouvelles, notamment pour la construction de son village olympique. The magic, the excitement. See you in Paris 2024. Que sont devenues les installations de Paris en 1914 ? Paris est candidate, vous le savez, à l'organisation des JO 100 ans plus tôt. Elle avait déjà accueilli l'événement, très riche d'ailleurs. Que sont devenus les stades, les piscines, les bassins, le village, le vélodrome et autres sites olympiques ? Explication en images. À Athènes, Sarajevo ou Rio, beaucoup d'installations sportives ont été laissées à l'abandon après les Jeux olympiques. En 1924, Paris organisait les Jeux. Presque 100 ans après, que sont devenus ces stades et autres piscines olympiques ? Pour la première fois de l'histoire des Jeux, un village olympique est installé pour les athlètes. À Colombes, il compte une soixantaine de maisons en bois, avec l'eau courante, un bureau de poste et même un restaurant. Aujourd'hui, plus rien ne subsiste du premier village olympique de l'histoire. Les maisons ont été vendues et remplacées peu à peu par des immeubles. C'est également à Colombes qu'est construit le stade olympique de 60 000 places. Cette enceinte accueille aujourd'hui des compétitions internationales. Jusqu'en 2017, il est resté le terrain du Racing 92 pour ses rencontres de rugby de top 14. Non loin du stade olympique, un bassin d'aviron est installé sur la Seine dans la ville voisine d'Argenteuil. Quelques années après les Jeux, le port de Gennevilliers voit le jour en face d'Argenteuil. Le paysage change. Depuis 1965, les sportifs du club d'aviron d'Argenteuil côtoient péniches et porte-conteneurs à l'entraînement. Dans la piscine des Tourelles, le nageur Johnny Weissmuller s'est illustré en devenant le premier homme sous la minute au 100 mètres nage libre. La piscine olympique existe toujours, mais elle a été renommée Georges Valeret en hommage à un jeune champion de natation français. Son toit ouvrant fait le bonheur des nageurs parisiens l'été. Inauguré en 1903 dans le quartier de Grenelle à Paris, le vélodrome d'hiver accueille essentiellement des compétitions cyclistes, très prisées par la population ouvrière, très présente à l'époque dans ce quartier. Devenu tristement célèbre pour la rafle de 13 000 juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, le Veldiv est détruit en 1959. Aujourd'hui, des immeubles de bureaux ont pris sa place, mais une plaque commémorative subsiste. Et oui, il y avait de la pelote basque aux Jeux Olympiques. Les équipes de France et d'Espagne étaient les seules à participer, et la France a dû se contenter de la médaille d'argent dans toutes les épreuves. Aujourd'hui, le fronton est toujours debout. Il sert maintenant de terrain de jeu à un club de pelote de Boulogne et abrite parfois des fêtes basques. Presque 100 ans après ces Jeux, Paris est pressenti pour organiser ceux de 2024. Le comité olympique doit rendre sa décision finale le 13 septembre prochain. Et ainsi s'achève le Grand News. Merci aux équipes de production, à la direction. Il me reste à vous souhaiter un très bon week-end. Vous n'oublierez pas tout au long du week-end la rediffusion, ou plutôt les rediffusions du Grand News. Merci de votre fidélité et je vous souhaite un très bon week-end. Merci de nous rester fidèles. À lundi.